Mon ordi. Là, normalement, vous l'avez le message. Ça va pas tarder à arriver. Là, c'est bon. Moi, c'est Alexandre. Moi, j'ai pas encore le message. Oui, c'est bon, on l'a eu, Amélie. C'est bon de ton côté? Oui, D'accord. Alors, normalement, vous voyez un... Pardon, je suis pas sur les... J'étais un peu loin. Donc, normalement, vous voyez une présentation, un document de présentation d'auteur pour les auteurs. Si vous le voyez bien, il y a un mouvement de la tête me suffira. Non, vous le voyez pas. Euh, je vais refaire du coup. mais Donc, peut-être que c'est que moi, hein. Je sais pas. Et Vaudi, toi, tu le vois? Oui, elle le voit. Donc, à mon avis, c'est peut-être nous voyez là. qui sommes sur le même canal. C'est peut-être. Super. Très bien. Bon, ben, on va donner donc la parole à Bernard. Je peux? Oui. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bonjour monsieur, merci de me soutenir. Je crois que vous êtes le seul. Merci. Bonjour aussi à la petite voix que j'ai entendue. Ça me fait plaisir. Je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais je lui dis bonjour. On va donc dérouler un petit peu cette présentation des écrivains. Deux mots pour dire un petit peu les axes de ma programmation. Ben, comme un petit peu je vais dire chaque année, mais chaque 2 années, le choix se fait en fonction de multiples critères qui sont avant tout des critères littéraires, évidemment. Ce sont tous des écrivains que j'ai lus, dont j'ai apprécié les œuvres, et c'est ça qui m'a déterminé. Ensuite, le fait aussi que ces auteurs soient des auteurs qui acceptent le fait de rencontrer du public et d'exposer, de raconter un petit peu les coulisses de leur création. Certains auteurs n'aiment pas ce type de partage et c'est leur droit. Ceux qui sont choisis là sont justement des auteurs qui ont cette faculté à à s'exprimer aussi à l'oral, après s'être exprimé à l'écrit. J'insiste sur l'importance de ces rencontres. Moi, je trouve toujours, presque à chaque fois, que les auteurs disent des choses dans les rencontres publiques qu'ils n'ont pas dites dans leurs livres. Et c'est une manière pour nous de pénétrer un petit peu leurs œuvres, de voir comment ces auteurs fabriquent leurs livres, les idées qui les animent et ce qu'ils ont envie de nous dire. Voilà. Alors, pour ce qui est du choix de cette année, il n'y a pas d'orientation en thématique formelle, mais vous verrez que le voyage est là, présent. Les 5 continents sont d'une façon ou d'une autre présents dans cette programmation. J'ai essayé de faire une égalité, une parité homme-femme. Vous verrez qu'elle n'est pas tout à fait réussie en ce sens qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Je suis pas sûr que cela déplaise au public que j'ai vu apparaître ce matin. En ce qui concerne les thématiques abordées, on a un petit peu tout. Il y a l'exil est évidemment quelque chose de présent. L'engagement, par exemple, est aussi quelque chose de présent. Le fait de parler de lieux et de terres que les écrivains ne connaissent plus aujourd'hui, qu'ils ont quitté ou que leurs parents ont quitté, ce sont aussi des thématiques qui apparaissent. Il est des thématiques qui existent aussi, c'est les rapports familiaux, les rapports fille-mère, les rapports fille-père sont abordés. Et dans les présentations que vous allez voir, à chaque fois, vous aurez une photo de l'auteur, quelques livres choisis. Quand il s'agit d'un seul livre, il y a évidemment qu'une seule couverture et quelques mots qui sont des mots-clés. C'est pas plus que ça, hein, c'est simplement des mots-clés qui permettent d'orienter peut-être votre présentation des auteurs auprès du public. Leur dire au public que tel livre parle de tel lieu sur la planisphère et qu'il aborde telle ou telle question. Voilà, la présentation se fera tout simplement par ordre alphabétique, donc dans un désordre organisé. Et je commence avec le premier d'entre eux, Ferat Alani. C'est
un jeune écrivain qui est né en 1980 de parents irakiens. Il est né à Paris, mais de parents irakiens. L'Irak est un pays dont on parle quasiment pas dans nos littératures, dans celles qui nous sont en tous les cas accessibles. Il y a peu d'auteurs irakiens traduits, il en existe, mais il y en a peu. Lui, il s'exprime en français, il est journaliste, il est grand reporter, il a longtemps vécu dans la zone, il vivait pas véritablement en Irak, mais il vivait dans la zone. Préalablement, dans son enfance, il a vécu en Irak et il nous raconte son Irak et en particulier sa ville, Fallujah, qui est une des villes martyres du monde, hein. Fallujah a été détruite au moment de la guerre et il nous parle de cette ville et de ce pays. Trois formes d'écriture avec trois livres très différents. Le premier d'entre eux qu'il a publié en 2018 s'intitule Le parfum d'Irak. Et c'est un livre qui est illustré avec des dessins d'un illustrateur qui s'appelle Leonard Cohen. Aucun rapport avec le chanteur bien connu, ils ont le même prénom, même nom. Et donc ce livre est un livre illustré et il a la particularité d'être écrit, c'est une curiosité, une bizarrerie même, mais qui est pertinente. C'est écrit en 1001 tweets. Donc l'auteur s'est contraint à écrire des tweets, donc un nombre de mots limité. Et contrairement à peut-être ce que vous pourriez penser, ce système fonctionne dans ce livre. Deuxième livre, Fallujah, ma campagne perdue. Eh bien, il s'agit cette fois d'une bande dessinée illustrée par Fallujah, ma campagne perdue, par un illustrateur qui s'appelle Halim. Et troisième livre, cette fois, Ferat Alani est seul. C'est un roman, récit. Je me souviens de Fallujah. Et c'est un livre, bah, le titre en témoigne, c'est à la fois Fallujah, mais c'est aussi un livre sur la mémoire. En ce sens où l'auteur, qui se prénomme Euphrate, mais on n'est pas loin de Ferat, et tout ça renvoie au fleuve, hein, l'Euphrate. Hein, Ferat, c'est une dérivation d'Euphrate, le fleuve qui court le long de l'Irak. Et Euphrate est au chevet de son père, qui est un homme malade, qui est mourant, et qui est un homme qui a perdu la mémoire. Donc tout ce livre se joue sur la mémoire que le fils essaye de rendre à son père. Le père a perdu la mémoire de l'exil, et le fils essaye de lui restituer cette mémoire, tandis que le père lui raconte ses souvenirs d'Irak et de Fallujah. Voilà, donc l'Irak, la mémoire, fils-père, la guerre, évidemment, est présent dans les trois livres de Ferat. Deuxième auteur, cette fois nous allons du côté du Maghreb et en particulier du Maroc et de l'Algérie, en ce sens où Kébirami est né au Maroc, mais d'un père algérien. Il est né en 1952, c'est un homme qui a été professeur d'anglais, donc lui, par exemple, parle anglais. Il a vécu longtemps aux États-Unis. C'est quelqu'un qui a écrit sur les grands noms du Maghreb et les grands noms que l'on n'attribue pas forcément au Maghreb. Alors, il a écrit sur Abdelkader, donc Abdelkader, le résistant à la colonisation française. Ça, on sait qu'il vient du Maghreb, mais on sait moins, par exemple, que Apulée, l'écrivain romain, l'auteur des Métamorphoses, vient du Maghreb. On sait moins que Saint-Augustin, par exemple, l'évêque d'Hippone, est quelqu'un qui vient d'Hippone, donc d'Annaba, ville d'Algérie. Abdelkader est romancier, il a écrit plusieurs romans, vous en voyez trois apparaître à l'écran. Les Vertus immorales, c'est un livre de voyage qui se passe au XVIe siècle, pardon, juste après la découverte, entre guillemets, du Nouveau Monde par les Européens. Et c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est emporté vers le Nouveau Monde et qui va découvrir à la fois l'Europe, mais aussi le Nouveau Monde dans les vertus immorales. Deuxième livre qui est beaucoup plus proche de nous, À la recherche de Glitter Friday, c'est l'histoire cette fois d'un homme qui part à la recherche d'un homme qui s'appelle Glitter, qui se prénomme Glitter, et aussi d'un manuscrit. Et ce manuscrit et cet homme vont être l'occasion de conter ce qu'a été l'Algérie, ce qu'a pu être en particulier Alger dans le monde culturel et en particulier pour les pays du Nouveau Monde.
comment Alger, dans les années post-indépendance, est devenu un lieu où se réunissaient, par exemple, pour le festival panafricain, des artistes comme Myriam Makeba qui venait d'Afrique du Sud, Nina Simone qui venait des États-Unis, ou Archie Shepp, le jazzman, ou Manu Dibango qui venait du Cameroun, mais aussi de France. Donc, vous voyez, une espèce de regroupement intellectuel, culturel très fort dans cette capitale nouvellement indépendante. S'y réunissaient aussi les révolutionnaires du monde entier, et en particulier les Black Panthers, d'où l'idée de ce livre et de ce manuscrit que nous propose Kébir. Je parlerai aussi de deux autres livres. Celui qui apparaît à l'écran, Le coiffeur au main rouge, est un livre qui va sortir, là, qui est sous presse. Il est pas encore diffusé, donc je ne l'ai pas lu. Mais c'est le livre à paraître de Kébir. Les deux autres, Mardoché, un génial imposteur. Mardoché, c'est quelqu'un c'est un vieux juif qui va accompagner Charles de Foucault. Charles de Foucault, comme vous le savez peut-être, s'est basé à un moment dans la Sécrème, c'est-à-dire un lieu magnifique situé en Algérie. Et puis un génial imposteur, bon, c'est en quelque sorte l'histoire d'un salaud, hein, presque quasiment un salaud professionnel, quelqu'un qui va passer d'un camp à un autre sans cesse, pendant les guerres, pendant la guerre d'Algérie, il va être à la fois du côté de l'OS, du côté des résistants. Il va essayer de choisir le bon camp à chaque fois. Voilà, Kébir, c'est quelqu'un qui s'appuie sur l'histoire très ancienne, 16e, ou l'histoire tout à fait contemporaine, mais c'est quelqu'un qui aime s'appuyer sur l'histoire pour pour ses romans. Voilà, et interruption du téléphone. Troisième auteur, Shadia Chaibi Loueslati. On passe cette fois du côté de la Tunisie et avec une autrice de... Parlez après le long signal sonore. Nous vous rappellerons. Voilà. Shadia Chaibi Loueslati, donc c'est une jeune femme autrice de bande dessinée. Elle est née en 1974. Elle est de parents tunisiens et c'est très important car un petit peu toute sa littérature, toute son œuvre repose sur cette naissance de ses parents, en ce sens qu'elle va nous conter la vie d'une famille d'émigrés. Ces livres, vous les avez, les trois livres qui sont des livres très proches de sa biographie, Famille nombreuse, Nos vacances au bled et, dans un troisième temps, Liberté, égalité, s'émanciper. C'est l'histoire de sa famille. Sa famille, c'est son père qui a été recruté en Tunisie. On est venu le chercher pour venir travailler en France, comme cela se faisait dans les années 50, 60. Il est venu travailler à Paris. Il a balayé le métro parisien. Il avait des enfants qui étaient nés en Tunisie. Il a fait ensuite venir sa femme, ses premiers enfants, et ils ont eu ensuite ensemble 11 enfants. Vous imaginez la vie quotidienne de ces 11 enfants, donc 13 personnes dans un même lieu. Vous imaginez la promiscuité qui peut en résulter, la vie familiale, l'organisation matérielle. Et Shadia insiste beaucoup sur le côté très pratique des choses. Comment fait-on pour dormir? Eh bien, les lits sont utilisés dans le sens inhabituel, dans la largeur et non pas dans la longueur pour les enfants. Le nombre de brosses à dents, le nombre de paires de chaussures, faites la multiplication, 13 personnes, deux paires chacun, multiplié par deux pieds, ça fait beaucoup de chaussures et il faut les ranger. Et nos vacances au bled, ben, c'est l'histoire de cette famille lorsqu'elle va au bled, c'est-à-dire en Tunisie, c'est-à-dire deux choses très importantes. Le pays espéré par les parents espèrent y retourner un jour, ils n'y retourneront jamais, ils ont fait construire une maison qu'ils n'habiteront jamais. Et puis pour les enfants, c'est le pays de la découverte. On leur a parlé de ce pays, on leur a dit la Tunisie, c'est ton pays, c'est le pays des parents. Et lorsqu'ils arrivent là-bas, on les traite d'étrangers, on leur dit qu'ils ont un accent, on ne les considère pas comme des Tunisiens. Enfin, le troisième, Liberté, égalité, s'émanciper, c'est un livre qui vient juste de sortir. Ben, vous le voyez, c'est pas la liberté qui guide le peuple, ce sont les femmes qui guident le peuple, et c'est un petit peu l'idée qu'a envie de développer Shadia dans cette bande dessinée.
Shadia dessine, c'est du noir et blanc, mais vous le voyez, chaque livre a une couleur qui vient un petit peu insister, marquer un point de détail dans ses bandes dessinées. Elle est aussi l'autrice de trois livres un petit peu différents des trois que je viens d'expliquer. Le premier est consacré à Kalsoum, c'est-à-dire cette l'immense diva égyptienne qui a représenté et qui représente encore quelque chose d'assez inimaginable pour nous dans le monde de la chanson et de la variété. Un concert de Kalsoum, c'était quelque chose pardon, qui dépassait très largement le simple fait de la chanson. C'est quelqu'un qui a été qualifié, par exemple, par le président Nasser de quatrième pyramide d'Égypte. Hein. C'est une personnalité absolument incontournable du monde culturel et du monde musical arabe. Deuxième livre, un petit peu marginal, Fumée et c'est un livre consacré aux méfaits du tabac. Et c'est une bande dessinée toujours, et qui a la particularité d'être une bande dessinée muette. Et aucune parole. Et enfin, rien à perdre. Et là, il s'agit d'un sujet peu abordé dans littérature, pas abordé à ma connaissance en tous les cas dans la bande dessinée. Et il s'agit des opérations mammaires que peuvent subir les femmes, non pas pour ajouter, mais pour soustraire. Voilà la présentation de Shadia. C'est quelqu'un qui manie l'humour avec une grande dextérité, à la fois par le dessin. Ses dessins sont très drôles, mais je peux vous assurer qu'une rencontre avec elle, on ne s'ennuie pas. C'est quelqu'un qui a un humour qui est absolument partageux. Euh, Anne de la Flotte Médévy, c'est une écrivaine qui est née en France, à Auxerre. Elle est née en 1967. Elle est pas née à Auxerre. Elle a vécu longtemps à Saint-Sauveur-en-Puisay, c'est-à-dire dans le village de la ville de Colette. C'est aussi quelqu'un qui a vécu à Prague et vous verrez que ça a une importance dans son œuvre. C'est une écrivaine qui aime les métiers manuels, les métiers où l'on touche les objets. Elle va évoquer quelqu'un qui est relieuse, par exemple, dans son premier livre publié, La relieuse du guet. C'est l'histoire d'une jeune femme qui voit arriver dans son échoppe un client qui est très beau, très séduisant. Et donc, elle n'est pas totalement indifférente à cet homme. Cet homme lui confie un livre. Et juste après cette première rencontre, l'homme est renversé par un camion et il va demeurer un inconnu. Et tout le livre va être un petit peu la découverte de qui était cet homme qui a été de passage dans son échoppe et quel est ce livre qui lui a confié. Le livre des heures, c'est un des livres plus récents. Le premier avait été publié en 2008, donc c'est quelqu'un qui a une œuvre déjà assez ancienne. Le livre des heures a été publié en 2023, c'est-à-dire hier. Et c'est à nouveau quelqu'un qui s'intéresse au livre, mais cette fois plutôt à l'enluminure. C'est aussi quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la peinture et qui aimerait être peintre. Et malheureusement, elle est bridée un petit peu par sa famille, en particulier par son père qui ne souhaite pas qu'elle soit une artiste. Elle est aidée en revanche par son grand-père et par son parrain qui l'encourage à devenir elle-même, c'est-à-dire à devenir une artiste. Et Mathilde, les deux personnages s'appellent Mathilde, hein, que ce soit la relieuse ou que ce soit celle qui se consacre à l'enluminure. Cette femme va avoir deux hommes dans sa vie. Le premier, c'est son mari, avec lequel elle a peu de relations finalement, en particulier de relations intellectuelles, mais de relations charnelles non plus. Et puis un amant qui est quelqu'un qui se prénomme Giovanni, mais en fait il s'appelle Daoud, et c'est un musulman venu de Grenade. Et vous imaginez bien que cet homme n'est pas le bienvenu dans la famille, mais il va lui être emporté par l'histoire, par la grande histoire, et en quelque sorte les amours de Mathilde seront déçus par la faute à Christophe Colomb. Je vous laisse deviner comment cela se passe. Et puis enfin, le dernier livre d'Anne de la Flotte Médévy, Troupe humain. Cette fois, il s'agit d'un village français
Histoire d'un village français qui a été vidé par l'exode rural et qui est un petit peu réanimé par le fait de l'arrivée de néo-ruraux dans ce village. Alors plusieurs personnages arrivent et tout ce petit monde se concentre pardon, dans un lieu qui s'appelle le Bal. Et le Bal, c'est un ancien hôtel-restaurant qui est devenu simplement un bar tenu par une certaine Suzy, qui est d'époque, si je puis dire, elle aussi. Et alentour, il y a un ingénieur qui a racheté le presbytère et cet ingénieur a un assistant, et un assistant très curieux et très contemporain pour nous en quelque sorte puisqu'il s'agit d'un assistant de vie électronique. Donc là, on plonge à la fois dans le passé du village et dans ce qui sera peut-être notre futur. Voilà, l'accès à l'art est quelque chose de très important chez Anne de la Flotte-Médévis. C'est quelqu'un qui pense que, disons que l'avenir des uns et des autres peut, en tous les cas, on peut s'en sortir par le biais de l'art, soit en le pratiquant soi-même, soit en pratiquant des métiers qui sont intermédiaires. Je disais que c'est quelqu'un qui est passé par Prague. Elle a consacré un livre à la Tchécoslovaquie et à Prague, et en particulier au théâtre. Ça s'appelle le théâtre de Slavek. Et c'est l'histoire d'un jeune homme qui est renversé par une calèche. Il va être blessé d'une façon assez grave. Et le propriétaire de la calèche va essayer de s'exonérer de cette faute d'avoir renversé cet homme et va lui proposer de l'initier à l'art, au théâtre. Et ce jeune homme blessé va devenir éclairagiste, c'est-à-dire maître des lumières, hein, dans un théâtre en Tchécoslovaquie. Voilà, lui aussi est sauvé en quelque sorte par le biais de l'art et par le biais de son travail et de sa passion. Je passe à Eliza Georgieva. On reste en quelque sorte en Europe de l'Est. Eliza est née en Bulgarie. Elle est née à Sofia en 1982. Elle est venue en France en 2000 y faire des études à la fois d'écriture et en même temps de cinéma. C'est quelqu'un qui est passionné de cinéma, qui est cinéaste elle-même, qui a fait deux documentaires, l'un très politique sur l'histoire de la Bulgarie et sur sa mère qui était journaliste, l'autre qui est en fait une sorte de plongée visuelle dans la création du roman de son amie et compagne d'études d'écriture à Paris, qui s'appelle, la compagne s'appelle Aliona Glukova et vient, elle, de Biélorussie. Et ces deux jeunes femmes, venues toutes deux d'Europe de l'Est, ont sympathisé, sont devenues amies dans le cadre des ateliers d'écriture. Eliza a écrit deux romans. Le premier, Les cosmonautes ne font que passer. C'est l'histoire de son enfance, et en particulier de son enfance à l'école, où Yuri Gagarin, donc le héros de la conquête spatiale russe, soviétique, est venu planter un arbre dans sa ville. Et les cosmonautes sont des personnes qui inspirent beaucoup les petites filles à cette époque-là en Bulgarie, et en particulier Eliza. Yuri Gagarin est son héros d'enfance, en quelque sorte. Mais elle va grandir, elle va devenir adolescence, et de Yuri Gagarin, elle va passer plutôt à Kurt Cobain, à Nirvana, autre monde, et c'est la tentation, en quelque sorte, de l'Occident, de l'Europe occidentale, qui est comptée par cette mutation culturelle. Deuxième livre d'Eliza Georgieva, Odyssée des filles de l'Est. Alors on reste avec les Bulgares, deux femmes qui sont arrivées à Paris et qui vont se rencontrer. L'une est étudiante, un petit peu naïve, l'autre est prostituée, plus âgée, et c'est la confrontation de leur exil et de leur douleur en quelque sorte qui est contée dans ce roman. La particularité d'Eliza, c'est d'écrire une sorte de littérature un petit peu décalée. Il y a toujours un clin d'œil derrière ces pages. C'est-à-dire, on sent quelqu'un qui nous amuse et qui s'amuse de raconter avec un petit peu d'ironie, de décalage, ce qui lui est arrivé en quelque sorte et ce qui arrive à ses congénères en exil.
Évidemment, il y a chez elle une grande chasse aux stéréotypes, hein, qui accompagne, bah, qui accompagne à peu près tout dans le monde, mais qui accompagne en ce qui la concerne les filles de l'Est, hein. Donc, elle essaye de détruire ces stéréotypes et de faire face au regard de l'autre, qui accompagne le regard que nous pouvons avoir sur les filles de l'Est et sur les Bulgares en particulier. Autre écrivaine, cette fois autrice d'un seul livre, Ève Guéra. Ève Guéra est née au Congo en 1989. Je vous donne à chaque fois les dates de naissance, d'une part parce qu'elles sont officielles et elles sont dans la quatrième de couverture à peu près de chaque livre, mais aussi pour vous situer les autrices par rapport à l'histoire, et c'est souvent assez important. Pour Ève Guéra, être née au Congo en 89, elle a quitté le Congo très jeune, elle est venue faire des études en France et elle y est enseignante de lettres classiques latin-grec. C'est quelqu'un qui a fait aussi des chroniques dans le magazine Lire. Donc c'est quelqu'un qui est qui a une approche intellectuelle de la littérature, mais qui a aussi une approche extrêmement sensible. Son livre, son premier roman, qui a obtenu le prix Goncourt du premier roman, hein, l'an dernier, 2024, Rapatriement, c'est ben oui, l'histoire d'un rapatriement, le rapatriement d'un corps, celui de son père. Son père est un ouvrier dans le roman, hein. Son père est un ouvrier franco-italien qui est demeuré en Afrique, qui est resté et qui est décédé, et la famille doit rapatrier le corps du Congo vers l'Europe. Et c'est évidemment les difficultés administratives, mais vous imaginez bien, c'est aussi les difficultés affectives. Ève Guéra va raconter l'histoire d'Annabella, et Annabella, les rapports que cette jeune femme peut avoir avec ce pays, le Congo, pays qui a subi, hein, la zone des deux Congos a subi ces 30 dernières années des conflits dont on parle peu, mais qui ont été extrêmement meurtriers et qui ont bouleversé la vie quotidienne des gens, soit au Congo-Kinshasa principalement, mais d'une façon aussi peut-être un petit peu moins du côté du Congo-Brazzaville. C'est aussi pour elle, pour Ève Guéra, l'occasion de parler de l'exil et du métissage, hein. Vous avez compris, le père est franco-italien, la maman est congolaise, elle est donc métisse. C'est aussi le métissage qui est envisagé dans ce livre. C'est un premier roman, et c'est un premier roman assez audacieux sur le plan de la forme. Ève Guéra mêle volontiers, par exemple, les paroles et les points de vue dans sa narration. Mine de rien, on voit apparaître des voix, on passe de l'une à l'autre. Ça ne pose pas forcément de difficulté de lecture, et c'est assez astucieux pour ce roman qui mêle les voix, donc qui mêle les points de vue sur des problèmes qui sont à la fois des secrets de famille, bah parce que évidemment, comme souvent dans les familles, il y a des secrets, et là, comme les familles sont éloignées, il y a encore plus de secrets, mais aussi dans ce qui peut relever de la corruption et de la vie quotidienne au Congo. Voilà pour Ève Guéra. Nous allons passer à Karim Misquet. Karim Misquet, on ne quitte pas le continent africain. Il est né à Abidjan, mais d'un père mauritanien et d'une mère française. Donc, vous voyez, le brassage, le métissage est présent chez cet homme. Il a fait des études à Paris, il a fait des études à Dakar, et il est devenu réalisateur, en particulier réalisateur de documentaires et de documentaires historiques. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé, en particulier sur la colonisation. Il a fait une série de trois reportages qui sont passés sur Arte, si je ne me trompe, qui s'intitule Décolonisation au pluriel, et qui nous raconte le processus, ou plus exactement les processus de décolonisation française. Et c'est quelqu'un qui s'est intéressé aux religions. Il a fait aussi des reportages, un reportage qui s'intitule Juifs
et musulmans, et un autre qui s'intitule Musulmans en France. Donc voilà pour le documentariste, le journaliste, mais il est aussi romancier, c'est en ce sens qu'il nous intéresse ici. Deux livres assez proches d'une certaine façon. Il se passe à Paris ou dans la banlieue parisienne. L'un, le premier, Arab Jazz, est un policier, c'est un polar. Le second est plutôt un livre d'anticipation. Dans le premier, comme dans tout bon polar, il y a un meurtre. Une jeune femme, hôtesse de l'air, est retrouvée assassinée sur son balcon. Et celui qui est le coupable un petit peu idéal, c'est son voisin, un certain Ahmed, qui vit là. C'est un homme qui est sorti de l'hôpital psychiatrique, qui est enfermé dans son appartement et enfermé dans ses livres. Hein, et il est vraiment mais submergé par les livres dans son petit appartement et il est le coupable idéal parce qu'il a entretenu des relations avec cette jeune femme. Et les deux policiers qui vont enquêter, l'une se prénomme Rachel, c'est une jeune femme qui est juive, et l'autre se prénomme Jean Hamelot, c'est un Breton. Et ce sont ce couple d'enquêteurs, alors qui sont un petit peu des antipodes, hein. Ils ne se ressemblent pas, mais ils vont former quand même une sorte de duo, pas du tout de couple, mais de duo en tous les cas. Et ils vont essayer de faire la vérité sur ce crime. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est Paris aussi. On est au cœur de Paris, on est au cœur du 19e arrondissement, le quartier de Belleville, ce quartier qui a beaucoup changé ces dernières années, mais c'est un quartier où pendant longtemps cohabitaient les personnages de ce livre, c'est-à-dire une enquêtrice qui va être juive, un coiffeur qui va être juif, un libraire arménien, et puis des gens qui vont venir du monde musulman et du monde arabe. Karim Misquet accompagne son livre d'une playlist, hein. La musique joue un rôle pour lui et il nous invite à accompagner notre lecture de cette playlist. C'est l'occasion de parler de Paris, c'est l'occasion de parler des fondamentalismes religieux, c'est l'occasion de parler de la drogue aussi qui gangrène un peu le quartier. Il y a bien sûr même deux histoires d'amour qui courent les pages et je vous laisse les découvrir. De Arabe Jazz, nous allons passer à La Situation. C'est un livre qui a été publié en 2023 et c'est un livre qui est censé se passer quelques années plus tard. On est en 2030 ou 2035, donc pas loin hein, devant nous, et il y a des affrontements très violents entre des mouvements d'extrême gauche et des mouvements d'extrême droite. Il y a des assassinats politiques, racistes, la présidente de l'Assemblée nationale, il y a un gouvernement qui est en fuite, enfin, une situation très, très, très grave et un petit peu extrême. Et dans ce monde, vous avez un personnage qui est une sorte de solitaire, lui aussi, comme le premier, comme l'accusé du premier roman, qui vient d'Afrique de l'Ouest, qui a un passé. C'est pas un jeune homme, c'est un homme d'âge mûr et qui est à la fois un militant, mais c'est quelqu'un qui veut aussi ménager sa famille. Donc il est aussi un petit peu revenu de tout. Il est un petit peu, c'est une sorte de, ça pourrait être nous d'une certaine façon, en ce sens où il ne veut pas plonger dans les extrêmes, mais il comprend certaines choses et à ce moment-là, il s'engage comme il convient de le faire. L'intérêt du livre de Karim, là aussi, c'est de replonger dans le monde parisien et le monde de l'approche banlieue. Et Karim fait très bien vivre ses personnages avec des personnages qui sont marginaux, en sens où ils sont des solitaires, mais des solitaires extrêmement attentifs d'une certaine façon à la vie de la communauté. Un polar d'un côté, un livre d'anticipation, une dystopie si vous voulez, ou une uchronie si vous le voulez aussi, c'est-à-dire quelque chose qui imagine une suite imaginaire qui n'est pas forcément heureuse. Pour Karim Misquet. La suivante, Lucie Mouchita.
Alors, Lucie Mouchita est une anglophone, hein, donc voilà quelqu'un qui peut être une bonne cliente pour Nancy et à divers titres. Divertite, c'est que Lucy Mushita est née au Zimbabwe, j'y reviendrai. Elle a vécu ensuite en France, puis aux États-Unis. Elle vit aujourd'hui entre l'Australie et Nancy et Paris. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien Nancy, qui est anglophone. C'est peu dire que ce soit une cliente pour la bibliothèque anglophone de Nancy. Le Zimbabwe, pays extrêmement singulier dans le paysage africain, en ce sens où c'est un pays du cône sud de l'Afrique, proche de l'Afrique du Sud, et c'est un pays qui a connu l'apartheid, et je crois qu'on peut dire que c'est l'apartheid peut-être même encore à un niveau supérieur à celui connu par l'Afrique du Sud. Ça fait beaucoup. C'est un pays qui s'appelait alors la Rhodésie du Sud, hein, qui était dominé par une infime minorité de blancs, mais qui possédait quasiment 90 ou 95% des terres et des richesses. Bon. L'inégalité était absolue et l'apartheid était à la mesure. Je pense qu'on ne peut pas, nous, mesurer ce qu'a pu être euh, le racisme institutionnalisé qu'a été l'apartheid. Lucie Mouchita nous permet un petit peu de toucher du doigt cela. Dans son premier livre, Chinongwa, c'est un livre qui a été publié en 2012. C'est un livre où elle raconte l'histoire d'une petite fille qui a été cédée qui a été vendu, donné en mariage à un vieil homme contre de la nourriture parce que la famille était acculée. La famille était tellement misérable que pour survivre, elle a été contrainte de vendre sa propre enfant qui avait 9 ans. Partant de situations qui ont pu exister au Zimbabwe et dans d'autres pays, Lucie Mouchita nous conte un petit peu le quotidien de cette famille, mais ça veut dire aussi le quotidien du Zimbabwe à cette époque. Je suis pas sûr que ça ait beaucoup changé sur le plan de la misère en tout cas. Et c'est l'occasion aussi de plonger dans les us, dans les coutumes, dans les croyances qui ont cours dans l'Afrique au sud du Sahara, au sud du continent, pardon. Et deuxième livre, et c'est là où nous allons retrouver le racisme, mais sous des formes extrêmement différentes. Le livre s'intitule Expat Blues. Et Expat Blues, c'est un recueil de 25 ou 30 courtes nouvelles ou courts récits qui nous racontent le racisme vécu par Lucie ou par des gens qu'elle a approchés de près, et le racisme au quotidien. Le racisme qu'elle a pu connaître au Zimbabwe, celui qu'elle a pu connaître aux États-Unis, celui qu'elle a pu rencontrer en Australie et celui qu'elle a rencontré en France. C'est-à-dire des violences très grandes, très fortes, mais aussi, vous savez, ces violences plus insidieuses, ces marques d'exclusion un petit peu presque banalisées à force de quotidienneté. Le personnage où Lucie elle-même ouvre la porte de chez elle et la personne qui est de l'autre côté lui dit Elle n'est pas là, la madame? Sous-entendu, une noire qui vous ouvre la porte, c'est forcément la bonne, donc on demande où est la madame. C'est la même chose à l'école. Cela va se passer pour la femme qui attend les enfants, c'est forcément la nounou. Toutes les images, tous les stéréotypes que nous pouvons avoir, parce que nous en avons aussi sur les uns et sur les autres, sur les noirs, sur les femmes noires, etc. Lucie, là aussi, dénonce et dénonce avec humour. L'intérêt également de cette autrice, c'est que son premier livre a été écrit en anglais et traduit ensuite en français, et le second a été écrit directement en français. C'est dire qu'elle pratique l'une et l'autre langue, et elle le fait avec... elle raconte là aussi toutes ces choses terribles que je viens d'essayer de vous retranscrire. Et elle le fait elle aussi avec humour.
Et je vous assure il en faut une sacrée dose d'humour pour essayer de surmonter ces violences racistes quotidiennes et répétées. Je sais pas, est-ce que vous souhaitez qu'on fasse une pause, si vous avez des questions, si l'une d'entre vous a des questions, dites-le, levez la main, signalez-le. Sinon, je continue, comme vous voulez. Je Un voulais grand... juste signaler que le livre chinois est en rupture de stock. Donc, le premier livre de Lucie Mouchita, je l'ai mis aussi dans la discussion. N'hésitez pas à regarder les messages qu'on vous envoie en parallèle de la présentation de Bernard. J'ai essayé aussi dans la présentation, j'ajoute ça parce que Amélie parlait des maisons enfin de la publication, d'alterner, enfin de choisir des auteurs qui sont publiés à la fois dans des très grandes maisons que tout le monde connaît, mais aussi dans des maisons un petit peu moins connues. Par exemple, Lucie Mouchita, elle est publiée dans une toute jeune maison d'édition qui a 2 ans, quelque chose comme ça, et qui s'appelle Projectile, qui est tenu par deux écrivains poètes qui viennent de l'océan Indien. L'un est malgache, l'autre est d'origine de Mayotte, donc des Comores, de l'archipel des Comores. Et au départ, ils ont publié des auteurs plutôt de la zone, hein, des auteurs malgaches, mauriciens, réunionnais, et de plus en plus, ils élargissent leur cercle de publication avec Lucie Mouchita ou avec Kébirami, que j'ai cité précédemment. Donc des éditions qui sont un petit peu plus rares, des auteurs aussi. L'idée du festival, c'est aussi d'amener des auteurs dans votre région et dans les bibliothèques, des auteurs qui n'y viendraient pas s'il n'y avait pas le festival. C'est tout de même ça l'ambition du festival. Donc je vous cite cette autre maison d'édition, les éditions Elisade, qui est une maison d'édition qui est basée en Tunisie et qui publie au départ des auteurs qui sont plutôt de la zone tunisienne et maghrébine, mais qui là aussi peu à peu élargit le cercle d'intérêt. Petite maison d'édition, mais qui font des jolis livres et des livres exigeants. Quelqu'un veut intervenir? Non, c'est le silence. Alors je continue. Vous l'aurez voulu. Euh, Mackenzie Orsel, il nous amène le monde haïtien. Mackenzie Orsel est né à Port-au-Prince, donc la capitale d'Haïti, en 1983. Et c'est quelqu'un qui a commencé à écrire en 2010, c'est-à-dire tout de suite après la catastrophe, le tremblement de terre qui a ravagé Haïti. Comme vous le savez, Haïti est un des pays les plus pauvres du monde, l'un des pays les plus meurtris, à la fois par les catastrophes naturelles, le tremblement de terre, mais aussi par les catastrophes humaines et politiques. L'histoire politique d'Haïti est une succession de coups d'État, d'assassinats, de dérives des élites et qui fait qu'aujourd'hui, ce pays qui était luxuriant il y a quelques 2 siècles ou 3 siècles est aujourd'hui devenu d'une misère absolue, y compris une misère écologique. Mackenzie Orsel utilise volontiers la réalité haïtienne, vous allez le voir, à savoir aussi ce monde culturel. Le vaudou a une importance très grande dans son écriture, mais c'est un vaudou qu'il nous fait partager. C'est pas un vaudou totalement inaccessible. Il nous montre aussi la vitalité de cette culture haïtienne, dans le marasme que je viens d'essayer de vous dire en quelques mots. Il existe une vitalité culturelle, artistique, créative étonnant. La littérature haïtienne a tout de même fourni des René Métellus, des Franck Étienne qui viennent de mourir, ou des Dany Laferrière qui est à l'Académie française. Euh, la- le cinéma haïtien, Raoul Peck, par exemple, le réalisateur, est quelqu'un qui est reconnu mondialement.
La peinture haïtienne, la peinture naïve en particulier haïtienne, est très connue. Le fer martelé est aussi une activité très reconnue mondialement. Donc il y a une vitalité dans ce pays malgré sa très grande misère. Et il y a les intellectuels, tous les écrivains le disent, il y a une vitalité littéraire dans ce pays qui est très étonnant, avec des cercles de lecture, des rencontres, des publications qui sont nombreuses malgré, une fois encore, la pauvreté. Mackenzie Orsel, premier livre en 2010, un livre qui s'intitule Les Immortels, et c'est l'histoire en quelque sorte, du tremblement de terre, mais vu par un personnage de prostituée. Une jeune prostituée qui va raconter, elle, comment elle a vécu, comment elle vit son métier, en quelque sorte, quel rôle elle a au milieu de la confrérie des prostituées de Port-au-Prince. Et Mackenzie Orsel nous emmène souvent dans des histoires qui sont menées par un personnage, souvent un personnage féminin. Et Mackenzie a tenu à faire en sorte que ce ne soit pas, qu'il ne reste pas enfermé dans l'île d'Haïti. Haïti qui est une partie de l'île, hein, la République dominicaine constituant l'autre partie de l'île, hein, les deux tiers, un tiers à peu près. Et il avait fait un premier monologue, Mackenzie Orsel, dans un livre qui s'appelle L'ombre animale, et un monologue qui était proclamé au tu, à la deuxième personne du singulier. C'était une femme haïtienne et qui racontait sa vie et qui rencontrait des personnages qui portaient à la fois le prénom de Mackenzie, son père s'appelait Mackenzie, au héros, et un frère qui s'appelait Orsel. Donc vous voyez une littérature qui mêle volontiers, qui, qui, qui est, enfin, cette fois, c'est l'histoire d'une femme décédée qui parle d'outre-tombe et qui va nous raconter son destin. Là aussi, le rapport à la mort est quelque chose d'intéressant chez Mackenzie. Les morts ne sont pas tout à fait morts, ils continuent de vivre, ils sont avec nous sous forme de fantômes, sous forme de maîtres minuit qui reviennent après leur mort. Là, c'est une femme française. Mackenzie a tenu à ce qu'il ne soit pas enfermé dans l'île haïtienne et donc, c'est une femme française qui va nous raconter un petit peu une femme qui n'a pas de nom, qui vient d'un lieu qui n'est pas nommé, une femme qui a vécu des douleurs terribles, qui a été violée par son oncle, un drame qui a été évidemment occulté par les parents. Elle va venir à Paris, elle va être chanteuse, slameuse, réciter des poèmes. Là encore, elle va avoir des amours avec un personnage qui vient du Mali et qui s'appelle Orcel, un autre personnage qui est un Parisien qui s'appelle Mackenzie. Donc, vous voyez, il y a ce monde euh, créé totalement, la volonté de ne pas rester enfermé dans Haïti et la volonté d'inclure, de mêler sa propre personne d'une certaine façon à sa littérature. Il y a des personnages qui vont s'appeler moi uniquement, MOI, ou d'autres dans un autre qui va s'appeler toi, TOI. La poésie est très présente. Mackenzie a continué d'écrire de la poésie tout au long de son œuvre, continue d'écrire de la poésie tout au long de son œuvre romanesque, hein. Il y a des recueils qui ponctuent celle-ci. C'est un personnage très, très, très attachant qui fait des sommes littéraires, hein. Ce sont souvent des livres un petit peu épais, très denses, très, très touffus, très, on peut à la limite se perdre dans ce livre, ou plus exactement s'égarer plus que se perdre. On s'égare et on se retrouve, il faut accepter une forme d'abandon avec les livres de Mackenzie Orsel. Éric Plamondon. On change d'univers, on passe à côté, hein. Le Québec n'est pas très loin, le Canada n'est pas très loin d'Haïti, en tous les cas plus proche que nous. Éric Plamondon est né en 69 à Québec. Il a fait des études de journalisme et d'économie. C'est quelqu'un qui aime bien mêler la science et la littérature.
Il est l'auteur de plusieurs romans ou de plusieurs recueils de nouvelles. Le premier, c'est peut-être le plus important, s'appelle Takawan. C'est un livre qui a trait à une histoire tout à fait réelle et vécue. En juin 1981, il y a donc une quarantaine d'années, un peu plus, à Restigouche, dans les territoires amérindiens, donc au nord du Québec, là où vivent les autochtones, ou plus exactement les descendants qui restent des autochtones, des peuples amérindiens. Il s'est passé un drame. La police est intervenue pour prendre les filets de pêche aux Indiens Mi'kmaq, aux Amérindiens qui vivaient là. Et ça a été un drame politique très, très, très fort qui a marqué le Québec et qui a montré un petit peu la face noire du Québec, hein. Le côté presque apartheid, hein. Je pense qu'on peut employer ce mot par rapport à la politique québécoise à un certain moment, en tous les cas, et par rapport à ces populations amérindiennes. Éric Plamondon a une formule que j'aime bien citer parce que je la trouve forte et elle résume assez bien le positionnement politique, du moins de certains Québécois. Il dit ceci: au Québec, nous avons tous du sang indien. Quand nous ne l'avons pas dans nos veines, nous l'avons sur nos mains. Bon, la formule est dure, violente, mais je crois qu'elle est à la mesure de la violence qui a été faite aussi à ces populations. Takawan. Deuxième livre, c'est un livre qui s'intitule 1984 et qui en réunit trois. Trois livres et trois, non pas biographies, mais trois livres qui présentent trois personnages qui ont séduit Éric Plamondon, ou du moins séduit en sens ils lui ont donné matière à faire un livre. Le premier, qui s'intitule Hongrie Hollywood Express, c'est un livre consacré à Johnny Weissmuller. Johnny Weissmuller, ben, je ne sais pas si vous savez, c'est cet ancien champion de natation, champion olympique, venu de Hongrie, émigré aux États-Unis, la famille émigrée aux États-Unis, et qui est devenu l'incarnation de Tarzan. Hein, c'est lui, le cri de Tarzan, et les lianes, c'est Johnny Weissmuller. Il est passé de la piscine aux lianes des arbres, sacrée trajectoire. On comprend que un romancier est envie de s'en emparer. Deuxième personnage, peut-être plus obscur, moins connu, moins célèbre, mais très célèbre dans le monde underground aux États-Unis et au Canada en particulier, dans le monde entier aussi, mais d'une façon moindre, c'est Richard Brotigan, ou Brotigan, comme vous voudrez. Le livre s'appelle Mayonnaise, et c'est l'histoire de l'auteur de La pêche à la truite en Amérique, et c'est l'histoire de celui qu'on a appelé le dernier beatnik. C'est-à-dire des espèces de survivants de cette époque très peace and love, qui était une époque qui a beaucoup compté pour le monde de la chanson, le monde de la musique, mais pas seulement, le monde du roman s'en est également imprégné. Troisième personnage, beaucoup plus connu, mais peut-être moins dans le monde culturel, encore que il ait eu des incidences très grandes. Le livre s'intitule Pomme S. Bon, c'est presque donné le nom de ce personnage. Il s'agit de Steve Jobs, donc le créateur de Apple, la pomme, hein, et S comme Steve. Donc, Steve Jobs, le créateur d'Apple, Richard Brotigan, le dernier beatnik, Johnny Weissmuller, le nageur devenu Tarzan. Voilà, trois personnages très différents, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui ont intéressé Éric Plamondon. Et troisième livre, peut-être plus très personnel, ce sont des nouvelles, et ce sont des nouvelles d'adolescence, d'adolescence ou de premiers âges adultes. Aller aux fraises, le titre vient de la phrase prononcée par son père un jour où le jeune Éric Plamondon avait emprunté la voiture du père, a eu un accident de voiture et revient avec la voiture abîmée et cabossée. Et le père lui dit: ah, dis donc, on dirait que t'es allé aux fraises. Donc, il a pris ce titre, cette formule du père, pour titrer ces nouvelles. C'est du vécu.
hein, c'est le temps de l'adolescence, les premières amours, le temps des bars, de la bière avec les copains, du billard, des copines, évidemment, les blondes, hein, comme disent les blondes, c'est pas les bières, c'est les filles, hein. Les blondes, les chums, comme disent les Québécois. C'est aussi le rapport au père, hein, les rapports fils-père et le rapport également fils-mère. Et le monde du travail, en particulier le monde ouvrier. Là, on plonge dans un monde du travail avec des personnages assez hauts en couleur. On est très proche, je pense, de l'autobiographie. Donc, vous voyez, Éric Plamondon a un spectre de création large, hein, les Amérindiens et l'histoire de l'engagement québécois, les trois personnages que j'ai cités pour la biographie, et puis sa propre vie et les choses plus personnelles. Et le journaliste est assez proche du romancier et l'aide volontiers parce que c'est quelqu'un qui, dans sa littérature, utilise un procédé qui est assez malin en mettant, en ingérant ça et là dans son roman des documents, des coupures de presse, des statistiques, des éléments qui sont des éléments factuels qui donne en quelque sorte une forme de crédibilité à ses propos de romancier. Et le suivant, Rouda. Rouda, c'est quelqu'un qui est né à Montreuil en 1976. C'est quelqu'un qui nous parle de ce qu'est la vie parisienne et la vie de banlieue, ou plus exactement d'une certaine banlieue parisienne, la banlieue du nord et de l'est parisien, c'est-à-dire plutôt la banlieue moins aisée. On n'est pas à Neuilly ou à Passy, hein. Le mot banlieue couvre des territoires qui sont pour le moins divers. Il nous montre aussi combien la limite du périphérique, hein, qui enserre Paris, cette espèce d'autoroute qui fait le tour de la capitale, est une frontière très difficile à franchir, matériellement, mais aussi culturellement. Il y a là une espèce de no man's land aux abords du périphérique, dessous le périphérique, qui est une zone qui marque une frontière très matériel, visible, mais aussi culturel très fort. On est à une station de métro plus loin, mais il n'y a n'empêche une frontière très forte qui existe. Et dans son premier roman, il est en train de finir un second qui va paraître au mois d'août. Dans son premier roman, Rouda, qui s'intitule Les mots nus, c'est un livre en partie autobiographique, même si le héros s'appelle Ben, il ne s'appelle pas Rouda, Rouda étant déjà un pseudonyme, donc il prend un deuxième masque d'une certaine façon, en tous les cas un double décalé, qui se prénomme Ben, donc, et il nous raconte les années 90. Comment on peut être jeune, adolescent et jeune adulte dans ces années 90. Les lieux sont importants, les lieux qui existent sans exister. Il va au collège Jean Moulin. Alors, les collégiens appellent ça le Moulin. Il habite un quartier dans le 93 qu'il appelle La Brousse. Le titre est significatif. Et il va nous raconter aussi les grands moments qui ont ponctué la vie des années 90-2000. C'est dans le forme heureuse la Coupe du Monde de football de 98, hein, la France championne du monde, la France black blanc beurre. C'est aussi le World Trade Center dans des épisodes plus dramatiques. C'est la montée du Front National. C'est aussi, et c'est peut-être ça qui a déclenché l'écriture de ce livre, la mort, vous savez, des deux jeunes, Zineb et Bouna, deux jeunes qui avaient été électrocutés dans un transformateur électrique dans lequel ils s'étaient réfugiés alors qu'ils étaient poursuivis par des policiers. Ça avait été un déclencheur d'émeutes, hein, très importante, et c'est un petit peu ce contexte sociopolitique que veut nous décrire Rouda. Rouda, c'est un homme qui est au départ
un slammer, un rappeur qui a fait de la scène, hein, qui a fait des enregistrements. Il y a des CD qui sont disponibles. Vous pouvez voir des prestations sur Internet. C'est quelqu'un qui a travaillé par exemple avec Grand Corps Malade, qui a travaillé avec des primes de Cabal, le slam est son expression première, la poésie est son expression première. Et dans sa littérature, dans son récit, dans son roman, on retrouve cette écriture. On retrouve cette manière de slammer, cette manière de scander les mots, et la poésie est présente dans sa littérature. Une poésie au service de la description très crue, hein, très drue, du quotidien des années 90-2000. Voilà pour Rouda. Joséphine Tassi. Joséphine Tassi, elle aussi, primo-romancière, elle est née en 97, la plus jeune des invités de cette année. Elle a des parentés martiniquaises et elle est née à Marseille. Et c'est quelqu'un qui a fait des études de langue, qui a fait également Sciences Po, donc c'est une tête assez bien pleine et elle se lançait dans un livre très audacieux, très astucieux, et qui s'intitule L'Indésir, mot créé en quelque sorte, et derrière lequel elle cache l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Nouria. Aux premières lignes de ce livre, cette jeune femme reçoit un appel téléphonique la nuit euh, et elle apprend que sa mère vient de décéder et que les obsèques auront lieu très rapidement le lendemain. Il se trouve que cette jeune femme, Nouria, est en compagnie d'un homme qu'elle a rencontré la veille dans une boîte de nuit, donc ils ne se connaissent pas bien, et tous deux vont se rendre aux obsèques. Et tous deux sont en quelque sorte un peu des étrangers pour la femme qui est décédée. L'homme, évidemment, parce qu'il connaît cette jeune femme depuis la veille, donc il ne connaît pas la mère, et la fille aussi parce qu'elle n'a pas vu sa mère depuis 8 ans. Cette jeune femme est jeune, 8 années c'est beaucoup, donc cette mère est en quelque sorte une étrangère, quelqu'un qu'elle ne connaît pas bien. Et par le biais de ses obsèques, par le biais des personnes rencontrées, par le biais d'un couple, un oncle et sa femme, qui disent un petit peu des choses contradictoires, mais qui, à force de contradictions, forment un portrait de la femme décédée, par le biais d'une femme qui s'appelle Salomé, qui a été l'amante de la mère de Nouria. Nouria va découvrir ce qu'a été sa mère, va découvrir cette femme qu'elle méconnaît, qu'elle n'a pas bien connue, qui n'ont pas eu des relations affectueuses durables entre la mère et la fille, entre la fille et la mère. Autre sujet abordé par Joséphine Tassi, le métissage. Au détour d'une phrase, on voit le métissage apparaître. Ma peau n'est pas assez noire, dit-elle à un moment lors d'une réplique. C'est un livre qui est fait avec beaucoup d'audace littéraire, alors de petites audaces, hein, mais de choses qui ponctuent la littérature de Joséphine Tassi, pour ce premier livre en tout cas, d'une façon très heureuse. Je vous donne des exemples. Euh, Au milieu de la page, vous allez avoir un espace qui est un blanc. Tout d'un coup, il y a un espace laissé vide, comme pour montrer, ben, là, on ne savait plus quoi dire, ben, je laisse l'espace en blanc. Dans le portrait que fait l'oncle et sa femme de la personne qui est décédée, ce sont des passages qui sont écrits avec des tirets. Et on ne sait plus bien qui dit quoi. Et qu'importe finalement, parce que en lisant l'ensemble, on arrive à un portrait de la jeune femme, de la femme décédée. Donc vous voyez, il y a comme ça des astuces. Elle joue, Joséphine Tassi, avec les italiques. Elle aime jouer aussi avec les mots, avec l'étymologie des mots. Pourquoi on appelle un croque-mort un croque-mort? Pourquoi on utilise le bouleverse, le verbe bouleverser? Elle va décortiquer les mots à la façon un petit peu que
qu'utilisait les mots et que décortiquait les mots Boris Vian, quand inventait le mot pianoctel, par exemple, un piano qui fait des cocktails. Hein. Bon, voilà, elle aime ce jeu-là. Boris Vian est un auteur qui me semble un auteur de référence pour Joséphine Tassi. Il en est un autre, j'imagine que vous l'avez aussi deviné. Euh, la première phrase du roman de Joséphine Tassi est la suivante: Le soleil se lève le jour où les mères meurent. Bon, une mère qui meurt et quelqu'un qui reçoit la nouvelle, ça vous fait penser évidemment à L'étranger de Camus. Hein. Aujourd'hui, maman est morte. Hein, la première phrase de L'étranger. Donc l'étranger est présent, Camus est présent, la littérature d'une façon générale est présente. Ça n'est pas du tout une érudition pesante. Hein. C'est pas attention, je vais vous montrer ma culture et l'étaler d'une façon ostensible. Pas du tout. C'est distillé avec mesure et Joséphine Tassi le fait avec beaucoup de, 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 de subtilité. C'est quelqu'un qui aime les mots, qui en joue bien. Je trouve que c'est un premier roman tout à fait réussi. Et sur cette forme qu'elle a réunie dans le titre, sur l'indésir. Cette jeune femme manque de désir d'une certaine façon. Et dernière autrice à vous présenter, Gabriela Zalapi. Gabriela Zalapi est une jeune femme qui mêle à la fois les origines italiennes, vous entendez son nom, suisse, elle y vit, elle y est publiée, et française, elle y passe aussi une partie de son temps. Quelqu'un qui a fait des études à Genève, quelqu'un qui est plasticienne et qui est donc romancière. Elle a publié trois romans. Le premier s'intitule Antonia. On est à Palerme. C'est quelqu'un qui va découvrir dans les secrets familiales des carnets, un carton avec des carnets, des lettres, des photos, et on va découvrir grâce à ces cartons l'existence d'un grand-père viennois en Autriche et d'exilés qui sont partis de l'Angleterre vers la Sicile. Donc on multiplie les origines et l'héroïne, en quelque sorte, enfin, le livre va restituer la traque et la reconstitution du passé familial. Le sous-titre en témoigne, Journal 1965-1966. On est dans une époque très, très cernée et on reconstitue une histoire en quelque sorte européenne. Deuxième histoire européenne, Willibald. Alors, Willibald, c'est l'histoire d'une adolescente qui est chez elle, fascinée. Dans le salon de sa mère, il y avait un tableau qui s'appelle Le Sacrifice d'Abraham. Et bon, elle interroge sa mère qui est peu bavarde en général, et qui parle peu sur ce tableau qui fascine et qui interroge un petit peu l'héroïne. Et donc, cette héroïne va essayer de reconstituer d'où vient ce tableau, à qui a-t-il appartenu. Et ce tableau, on va recroiser le livre précédent, appartient à quelqu'un qui s'appelait donc Willibald, qui donne son nom au roman, qui est quelqu'un qui a fui le nazisme et l'Autriche, qui est parti vers le Brésil avec ce tableau. Et c'est donc l'histoire de ce tableau et de cet homme que la narratrice va, en quelque sorte, nous raconter. Troisième livre, on est toujours dans une histoire européenne. Cette fois, on est en Italie. C'est l'histoire d'un père et de sa fille. Une petite fille sort de l'école un jour, son père l'attend à la sortie de l'école, c'est pas lui qui était prévu, mais c'est lui qui est là, et il l'emmène, ou plus exactement, il l'enlève. Et voilà ce duo, ce père qui est au volant d'un camion, d'une camionnette, et qui va parcourir les routes italiennes avec de la musique, et qui va dialoguer avec sa fille, et la fuite ou l'enlèvement va durer des jours et des jours, et c'est cet enlèvement qui va être compté par la petite fille.
hein. C'est une espèce c'est pas du tout une balade tranquille, c'est vraiment un enlèvement par cet homme qui est à la fois aimant et mal aimant. Il est aimant, il aime sa fille, c'est incontestablement, mais il l'aime mal en quelque sorte. C'est un homme qui peut être violent, qui est alcoolique, qui est en fuite, qui est en dérive, qui commet des larcins, qui amène sa petite fille à commettre quelques larcins, mais en même temps qui veut lui apprendre des tas de choses, qui veut lui apprendre à conduire, qui va... Et cette petite fille nous raconte ça. Et elle nous raconte en particulier ses secrets de petite fille et ses secrets qu'elle cache dans son ours en peluche. Il y a un petit trou dans la peluche et elle va y cacher des petits papiers dans lesquels elle a dissimulé ses secrets. C'est plein de tendresse et c'est plein de brutalité, une espèce de brutalité tendre ou de tendresse brutale, je ne sais pas comment il faut dire. Ce qui est intéressant, c'est que Gabriela Zalapi nous donne le point de vue de la petite fille. C'est la petite fille qui nous raconte tout ça. C'est un livre fait de sobriété. Il y a vraiment pas de gras dans l'écriture de Gabriela Zalapi. On va à l'os de l'écriture d'une façon très nue, très brute, très sensible. Ce sont trois livres qui ont prêt, vous l'avez compris, à la mémoire, au secret, à ce qui est gardé, ce qui est préservé, et ce qui est retrouvé par une génération suivante ou ce qui est découvert par une génération contemporaine. C'est le cas d'Hilaria. C'est cette petite fille qui va apprendre, là aussi le sous-titre est important, ça s'appelle Hilaria ou la conquête de la désobéissance. Il va falloir qu'elle désobéisse à ce père pour arriver à s'émanciper, à penser par elle-même et, on l'imagine, à s'échapper de cet enlèvement. Voilà cette présentation de ces auteurs. Il y a une autrice qui n'apparaît plus dans la liste, qui est Joy Majdalani, qui était au départ pressentie et qui malheureusement ne peut pas venir pour de très bonnes raisons. Elle sera future maman ou maman tout court au moment du festival. Donc impossible pour elle d'être avec nous. C'est dommage parce que c'est quelqu'un qui nous amenait le Liban et un point de vue très féminin. Peut-être sera-t-elle remplacée, pour l'instant elle ne l'est pas, donc on en reste à ces écrivains que je viens de vous présenter. À vous de jouer, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. On m'avait donné 2 heures, j'en ai utilisé 1 heure et demie, donc il y a de la marge. À vous de jouer. Soit vous avez des questions là tout de suite qui vous viennent à Bernard, donc surtout n'hésitez pas, je ne voudrais pas couper quoi que ce soit. Sinon, il y a aussi la possibilité de vous faire un petit rappel des dates du festival et puis voilà, des grandes lignes directrices du festival. C'est possible aussi, je vois qu'il y a un message dans le chat. On a des remerciements pour la présentation, ta présentation, Bernard, qui était très complète et concise. Donc c'est bien parce que ce format-là de la vidéo va être ensuite rediffusé aux personnes qui n'auraient pas pu y assister. Donc ce sera parfait pour elles. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on partage un autre document? Peut-être je passe au partage et puis ça amènera peut-être d'autres questions. Moi, je veux bien dire juste encore Oui, un mot, si allez-y. tu le veux bien. Oui. Bon, j'ai insisté tout à l'heure sur l'importance de ces rencontres et ce que les auteurs peuvent apporter à cette occasion. Moi, ça m'apparaît ça vraiment très important. Je suis convaincu que les auteurs amènent des choses pendant ces rencontres. Le fait que ces auteurs, sans le festival, ne seraient sans doute pas venus dans votre région, en tous les cas, pas les 13 ou 14 qui ont été présélectionnés, ça me semble aussi qu'elle est très important. Et j'insiste aussi sur le fait de votre rôle à vous. Hein. Il est évident que tous ces auteurs ne trouveront public que grâce à vous, par vous et avec vous. Enfin, si on met une affiche avec le nom d'un auteur ou d'une autrice et rendez-vous telle date à telle heure, c'est insuffisant. Enfin, là, je dis des évidences, mais il y a
vous avez une faculté de rencontre et de conviction auprès des lecteurs qui est déterminante. Si vous êtes, c'est pour ça que votre choix est important. Si vous êtes convaincu par la qualité d'un auteur, ou si vous avez aimé tel ou tel auteur ou autrice, bah vous serez d'autant plus convaincant pour en parler. Mais comme on le fait tous, hein, moi il se trouve que c'est mon métier d'être passeur et de faire ça. Mais vous le faites aussi dans votre métier, où on le fait tous dans la vie quotidienne, hein. Quand on a aimé un film et qu'on dit à nos amis, oh, tu devrais aller voir ça, c'est drôlement bien. Bon, ben là, moi, c'est ce que j'ai essayé de vous dire ce matin. Voilà 14 auteurs que j'aime bien et ils sont drôlement bien aussi. À vous de transmettre le même message et en fonction peut-être c'est là où les mots et peut-être d'autres, les mots qui ont été choisis là, hein, qui accompagnent les présentations, et d'autres mots peuvent jouer un rôle. Parce que la Tchécoslovaquie peut évoquer quelque chose, parce que Haïti peut évoquer quelque chose, parce que le rapport mère-fille peut évoquer quelque chose, parce que je ne sais pas. Enfin, on peut multiplier les exemples et les entrées. Il faut essayer de susciter des intérêts. La plupart de ces auteurs n'ont pas une connaissance et c'est pas des auteurs qui sont très connus, hein. Donc leur nom seul ne suffit pas. En revanche, je suis convaincu que leur littérature est d'excellente qualité et que leur prestation orale sera elle aussi d'excellente qualité et qu'ils diront d'autres choses. Je suis sûr que les gens seront conquis par cette rencontre. Donc, faisons en sorte qu'il n'y en ait pas trop qui aient tort, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas aux rencontres. Merci beaucoup, Bernard. On rappelle, c'est vrai, qui est important. Et tu évoquais la question des choix des auteurs. Nous, on est convaincus que c'est aussi en vous laissant le choix que la qualité de la rencontre derrière suivra. C'est pour ça que je voulais y venir, mais on va vous diffuser là, après cette visio dans la journée ou demain dans la journée, puisqu'on est encore voilà, en attente d'une réponse d'une personne pour remplacer justement Joy Magidalani dont Bernard parlait. Et donc, dans ce formulaire qu'on va vous diffuser, vous aurez la possibilité de réaliser jusqu'à 5 choix dans l'ordre de préférence des auteurs que vous aimeriez recevoir, en justifiant bien surtout les 2 premiers choix, euh, ce qui nous permettra ensuite, nous, voilà, de filtrer et puis de voir ce qui est envisageable ou pas, aussi en fonction à la fois des déplacements des auteurs, puisqu'on essaye de pas non plus vous voyez, de garder une logique et de cohérence dans les déplacements, à la fois en vue de l'éco-labellisation du festival et puis de notre volonté voilà, d'avoir cette conscience écologique. Aussi sur le plan budgétaire, puisque vous le savez, des frais de déplacement, ça monte très, très rapidement. Et puis, bien sûr, et surtout pour préserver aussi les auteurs, la fatigue des auteurs, étant donné que voilà, ils font en général entre 2, parfois 3 rencontres par jour pendant plusieurs jours d'affilée. C'est quand même assez riche et intense pour eux. Donc on essaye euh, de respecter aussi ça. Euh, Tout en mêlant bien sûr le respect de vos choix. Mais, et Bernard avait raison de le rappeler, chaque auteur a été aussi choisi dans sa qualité de rencontre et sa capacité à créer aussi l'instant avec vous pour vos publics. Et donc, ça devrait ne pas arriver, mais si jamais il arrivait que l'auteur qui vienne dans votre bibliothèque ne fasse pas partie de vos 5 premiers choix, ça sera tout de même une rencontre et une personne qui mérite de toute façon d'être rencontrée. Et voilà. Est-ce que ça déclenche des réflexions, voilà, des retours? N'hésitez pas, même dans le chat pour les personnes qui n'auraient pas de micro. Ce que je vous propose rapidement, c'est de vous diffuser un petit document de présentation qu'on a présenté aussi dans les Ardennes la semaine dernière aux bibliothécaires des Ardennes et des environs. Pareil, ce document-là vous sera rediffusé, puis il sera aussi présent sur le site. Voilà, je regarde pour validation la chargée de communication, qui va d'ailleurs, Amélie Rigolet vous parlera rapidement des outils de communication à la fin de cette rencontre-là, pour vous rappeler un petit peu voilà, les modalités de communication autour du festival.
Donc, ce document-là, il s'affiche bien. Est-ce que vous le voyez? Peut-être Elodie me dire si on voit bien le document en question. Oui, c'est bon. Caroline me dit oui. OK. Donc, comme vous avez pu le constater ce matin, la programmation elle reste thématique en lien avec le voyage, que ce soit dans la thématique des romans ou dans le profil des personnes invitées. Toujours, évidemment, réalisé par Bernard et on le remercie encore pour cette présentation ce matin. Euh, de la proximité, avant tout, c'est un point que j'évoque dans cette présentation, puisque vous le savez, à la différence d'autres festivals littéraires où on demande au public de se rendre dans la ville en question, là, c'est vraiment nous et les auteurs qui allons à la rencontre de vos publics. Donc, c'est aussi cet aspect-là qui est intéressant dans ce festival, de permettre un moment privilégié de rencontre avec un auteur. Et surtout là où forcément, il n'y aurait pas eu forcément de rencontre d'auteur le reste du temps. Et donc, vous avez aussi cette compétence de créer la convivialité, la rencontre. Et pour les auteurs, ça fait une vraie différence aussi. Pour ceux qui ont déjà pu participer au festival, voilà, c'est quelque chose qu'ils retrouvent pas forcément toujours ailleurs. Et là, d'être vraiment au plus proche des publics, d'avoir un temps, je vais y venir, mais ensuite pour manger ensemble, pourquoi pas un moment de partage en fait, et de se dire, on vous propose une soirée de rencontre en compagnie d'un auteur et pas seulement quelque chose de très institutionnel avec un échange, un animateur et un public qui écoute et qui repart après. C'est vraiment de se dire, bah voilà, on crée un vrai moment en plein mois de novembre. Il va faire froid, nous, on va mettre de la chaleur dans vos vies un soir de novembre. Donc voilà, axer un petit peu la rencontre là-dessus. Là, je parle de quelques idées, repas type auberge espagnole, une soupe partagée, des aménagements un peu cosy, des éclairages indirects. Tout est vraiment, voilà, vous êtes inventif, donc laissez-vous aller aussi à cette créativité et cette inventivité. Si vous souhaitez rester dans une rencontre un peu plus, et je le dis sans aucun voilà, dénigrement, une rencontre un peu plus classique, quoi, avec un format classique, il n'y a pas de souci. Nous, c'est pas du tout une obligation ou quelque chose qu'on impose, c'est simplement que voilà, derrière, pour mobiliser le public, ça peut aussi être quelque chose d'intéressant, de sortir un peu du caractère de rencontre plus traditionnelle. Là, je Oui. parle de la... Oui, vas-y Bernard. Non, pardon, je voudrais juste ajouter une chose par rapport à la thématique du voyage. Comment le mot est, pardon, comment le mot est utilisé, c'est pas une littérature de voyage en sens où les livres nous racontent pas un voyage, une destinée. C'est pas ça l'idée de voyage. C'est l'idée de que nous voyageons en lisant ces livres. Si vous voyez la nuance, on nous raconte pas un voyage au long cours, on va dans des lieux et on découvre des lieux. Et en ce sens, c'est nous qui voyageons, nous lecteurs. C'est pas de la littérature de voyage, c'est une littérature qui suscite un voyage livresque, intellectuel pour le lecteur, dans le sens qu'on entend le mot voyage. C'est une petite nuance, mais c'est importante parce qu'il y a d'autres festivals qui sont consacrés vraiment aux littératures de voyage, et à ce moment-là, c'est plutôt l'expédition, ça va être une expédition antarctique, une expédition dans le désert ou tout ça. C'est pas le type de littérature qu'on a. Mais il n'empêche qu'on va dans les 5 continents avec cette programmation et qu'on va dans, je sais pas, une bonne vingtaine de pays. Voilà, c'est cette notion-là de voyage que je souhaitais développer. Merci pour ta précision. Euh, Là, on parlait de la rencontre en tant que telle. Ça me fait venir à la question de l'animation. Certains d'entre vous voudront peut-être animer la rencontre ou connaissent quelqu'un dans leur équipe qui aimerait animer la rencontre avec l'auteur. C'est tout à fait possible, nous, c'est quelque chose qu'on encourage vivement d'ailleurs. Et dans cette idée-là, on peut tout à fait vous proposer en amont des rencontres un webinaire auprès de vos équipes, par exemple, pour vous expliquer, ben voilà, quelles sont les grandes lignes directrices quand on aborde une rencontre, comment bien préparer une rencontre, comment bien accueillir un auteur. Voilà, on peut vraiment vous donner des clés dans la, oui, la formation à l'animation de rencontres.
Voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est quelque chose d'ailleurs qui figurera dans le formulaire d'inscription. N'hésitez pas à nous le notifier. Ensuite, si vous ne vous sentez pas en mesure ou que personne de votre équipe n'aurait cette envie, bien sûr, nous, on peut faire appel à un réseau d'animateurs qu'on connaît déjà un petit peu de l'année précédente et puis euh, on mobilise ces personnes-là et on les rémunère. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, Petit point rapide sur la médiation, tout type de médiation, nous, ce qu'on appelle les rencontres parallèles lors du festival, ça peut, là, vous voyez sur le document que je projette, s'agir à la fois de rencontres en milieu scolaire, donc lycée souvent, parfois collège. Ça peut tout à fait avoir lieu si vous connaissez un lycée avec lequel vous avez l'habitude de travailler, des enseignantes qui seraient, ou enseignants qui seraient intéressés, n'hésitez pas à les mobiliser bien en amont et nous, on essayera de toute façon, courant juin, de vous informer de l'auteur qui interviendra dans votre bibliothèque. Donc, ça permet de mettre en place déjà assez en amont des relations avec les partenariats que vous aimeriez débloquer. Et dans ce sens, là, j'ai parlé de rencontres en milieu scolaire, mais il peut tout à fait s'agir de rencontres auprès d'associations locales, auprès voilà, de personnes dites empêchées, par exemple en milieu carcéral. Voilà, n'hésitez pas, tout ce qui peut vous venir, nous, bien sûr, on est preneurs et c'est quelque chose qui ajoute vraiment à l'ADN du festival et qu'on souhaite poursuivre. Dans l'idée de l'ADN du festival, Bernard va aussi travailler à la création, au fait de penser ce qu'on appelle des plateaux d'auteurs, des tables rondes avec 2 à 3 auteurs différents pour parler, échanger autour d'une même thématique. Et donc ça aura lieu quelques moments clés du festival, notamment pour la matinée professionnelle qu'on souhaite reconduire là encore cette année. On ne sait pas encore la date de cette matinée professionnelle, mais elle vous sera communiquée. Et ces plateaux tables rondes auront aussi lieu pendant la soirée inaugurale du festival et la soirée de clôture, ce qui me permet d'enchaîner pour vous spécifier que, voilà, contrairement à l'année 2023, pour celles et ceux qui ont participé, on enlève cette idée de faire une inauguration dans 3 lieux différents. Là, cette année, l'inauguration, elle aura lieu un soir au même endroit, donc à la médiathèque Georges Pompidou de Châlons en Champagne. Et donc, il y aura à cette occasion un plateau d'auteurs et un spectacle également. Et pour la soirée de clôture, elle aura lieu à Metz, là aussi avec un plateau d'auteurs et un spectacle. Donc voilà. Mais bien sûr, il y aura aussi ce qui n'empêche pas d'avoir 1 ou 2 tables rondes indépendamment de ces soirées inaugurales et de clôture. Si Bernard, tu veux ajouter quelque chose là sur cette question des tables rondes, n'hésite pas. Non, Euh, oh, bah, j'ai pas, non, là, au stade où on en est, j'ai pas grand-chose à ajouter. Moi, je vais essayer évidemment, de faire des duos, des trios qui soient pertinents. Mais j'allais dire, je me fais pas trop de soucis pour ça parce que on peut mêler tous ces écrivains. Ce sont justement des écrivains qui sont à la fois des gens qui partagent avec le public et qui sont aussi susceptibles d'être à l'écoute de ce que disent leurs petits camarades. Donc, il y a pas de souci pour ça. Euh, et puis de toute façon, on est tellement contraint par les paramètres de géographie de ne pas faire bouger trop, et avec raison, hein, les auteurs, et puis aussi les paramètres de disponibilité de ces auteurs. On peut imaginer tous les trios qu'on veut, il faut que les auteurs soient disponibles tous les trois à la même date pour faire un trio. Et ça, pour l'instant, aujourd'hui, on maîtrise pas cette dernière incertitude. Donc voilà. Et pour le reste, c'est un petit peu différent encore. La rencontre en solo, moi j'en fais beaucoup et j'en ai fait vraiment beaucoup. Et quand je dis beaucoup, c'est plusieurs centaines, donc c'est beaucoup. Des rencontres en solo et des rencontres en duo ou en trio ou en quatuor, ce sont des rencontres un peu différentes. On a en solo, on a vraiment la possibilité d'aller creuser dans l'œuvre d'un auteur, de lui poser des questions sur lui, sur son œuvre, sur son imaginaire, etc. Sur les duos, trios, quatuors,
on est davantage dans le dialogue, où on essaye en tous les cas de trouver des points de convergence avec les auteurs, et parfois naissent des idées à partir du dialogue qui est créé. Alors il y a des auteurs qui jouent le jeu, qui vont jusqu'à se lire entre eux, et ça c'est formidable, mais il y a parfois aussi des auteurs qui se découvrent, et c'est très bien aussi. Donc voilà, c'est deux formes différentes, et c'est deux formes, deux approches qui de toute façon sont pertinentes. Et puis, suite à donc, ces questions-là, justement, de rencontres, etc., Bernard en parlait déjà un petit peu tout à l'heure en disant que finalement, le fait d'avoir du public ou non à la rencontre, enfin, on compte aussi beaucoup sur vous, puisque nous, voilà, vous êtes nos interlocuteurs, principaux. Mais derrière, toute la question de la communication et la façon dont elle est relayée dans vos bibliothèques, c'est vraiment quelque chose qui vous appartient, mais je ne suis vraiment pas la mieux pour parler de communication, la mieux placée, pardon, pour parler de communication. Donc, je laisse la parole à Amélie Rigolet, ma collègue, à ce sujet. Et alors, sur la communication, pour celles et ceux qui connaissent un peu déjà le fonctionnement, on va mettre en place un KitCom en ligne. C'est simplement un lien qui va vous permettre de disposer des outils de communication habituels. Donc, il y aura une affiche, il y aura des éléments web à récupérer via ce KitCom en ligne avec la fiche modifiable aussi, donc qui sera sous Word comme les années précédentes, avec des espaces pour évidemment modifier et la personnaliser avec vos logos et évidemment l'auteur choisi. Vous aurez tous les éléments de communication par auteur, les visuels de couverture, etc. Ça, ce sera bien évidemment à l'intérieur. C'est un espace aussi donc pour récupérer de l'information, mais aussi pour déposer. Donc, on vous invitera à déposer des articles de presse, mais aussi des photos de la rencontre. Donc, c'est vraiment le réflexe à avoir, ce sera le KitCom en ligne pour si vous avez besoin de quoi que ce soit. Évidemment, je serai à votre disposition. La nouveauté cette année, c'est qu'on aura des capsules vidéo de présentation des auteurs qui seront en public et pas seulement non répertoriées sur YouTube à votre seule destination. Vous les aurez aussi en premier, évidemment. Mais donc, vous pourrez diffuser à la fois sur les écrans en bibliothèque, mais aussi sur vos réseaux sociaux, sur votre site internet, ces capsules vidéo en natif ou pas. D'ailleurs, vous pouvez me le demander, il n'y a aucun problème. Ça, c'est un peu la nouveauté. Et puis, cette année, c'est vraiment utiliser les mots-clés que vous avez vus défiler sur les slides pendant que Bernard parlait tout à l'heure. Et donc, ces mots-clés vont permettre à votre public de tout de suite comprendre un peu l'univers de l'auteur, parce que comme il disait, Bernard, c'est pas des auteurs forcément connus. Mais voilà, avec les mots-clés, on peut tout de suite créer du lien avec le public. Voilà, si c'est l'humour ou la Tunisie, et ben voilà, ça fait écho chez moi. Et donc, ce sera peut-être plus facile aussi de capter comme ça votre public. Et puis, voilà, c'était juste ce petit point-là sur la communication. Et aussi, vous spécifier, je ne sais pas si on l'a dit, mais de manière plus générale, le festival, je ne sais pas si vous avez vu, il est un petit peu plus court. On n'est pas sur 2 semaines, on est plutôt sur 10 jours, donc du 12 au 22 novembre, donc juste après le jour férié du 11. Et on a aussi moins d'auteurs, comme vous l'avez remarqué. On était à 21 il y a 2 ans. Et donc là, on est sur 14, une fois qu'on aura trouvé là ou le remplaçant de Joy. Voilà. Bon. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais arrêter le partage et puis. Et on peut aussi on peut aussi couper l'enregistrement si on passe aux questions. Peut-être que vous serez plus.